Je ne suis plus le président d'un pays en crise, mais le président d'un pays qui est en train de voir le bout du tunnel, disait Dioncounda Traoré. Le processus de sortie de crise est en marche. Il faut maintenir le cap, réplique la communauté internationale et reste exigeante sur le désarmement des bandits du MNLA. Un tremblement de terre d'une très grande violence vient de frapper la Chine. Bilan provisoire, plus de 100 morts et près de 2000 blessés. 6000 soldats mènent les opérations de secours. Nous sommes samedi 20 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, l'unique de la soirée. Fin hier de la réunion du groupe de suivi et de soutien au Mali, la communauté internationale était réunie hier ici à Bamako pour manifester une fois de plus son soutien à notre pays. Quatrième du genre, la rencontre a permis aux participants d'apprécier les progrès enregistrés tant au plan politique que sécuritaire. La réunion a encouragé les autorités de la transition à poursuivre la bonne mise en œuvre de la feuille de route qui met l'accent sur l'organisation des élections et la réconciliation nationale. Mais l'une des principales décisions de ce rendez-vous de Bamako reste l'exigence du désarmement des bandits du MNLA. Cérémonie de clôture suivie par notre reporter Ibrahima Traoré. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies réunies à Bamako sont fermes. Le MNLA doit être désarmé à Kidal sans délai. La mission est confiée à l'ancien président Pierre Buyoya, actuel chef de la MISMA. Les participants lui demandent de prendre des initiatives appropriées pour régler rapidement ce problème. Le but est de faciliter très vite le processus de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit aussi de renforcer la confiance, la sécurité et les perspectives de réconciliation nationale. Le consensus de la communauté internationale est que le MNLA doit être désarmé. Le consensus de la communauté internationale, c'est qu'il appartient aux Maliens eux-mêmes, dans le contexte de leur dialogue national, dans le contexte des efforts qui devront être faits au Mali pour promouvoir un mieux-être pour l'ensemble des Maliens, d'envisager les réformes qu'il leur semblera approprié d'adopter dans le cadre de la souveraineté du Mali. Il n'y a absolument pas d'indication ou d'orientation de la part du reste du monde en ce qui concerne ce que le Mali doit faire pour développer sa démocratie participative, renforcer son unité et défendre son intégrité. La réunion de Bamako a apprécié l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Elle encourage toutes les forces armées pour leur engagement dans la libération totale et la sécurisation du territoire national. Les participants souhaitent la transformation rapide de la MISMA en une opération des Nations Unies pour plus d'efficacité sur le terrain. Dans la foulée, il est attendu un retrait progressif des troupes françaises. D'après le point qui a été fait au cours de cette réunion, il s'agit d'un retrait par phase. Et en même temps, on assistera à la mise en place, à la montée en puissance d'abord de la MISMA et également à sa transformation en force de stabilisation des Nations Unies, de sorte qu'on n'a rien à craindre d'un vide qui serait créé par un retrait brutal des forces françaises et des forces tchadiennes. Tout cela se fera de manière ordonnée et coordonnée. Les autorités de la transition sont invitées à redoubler d'efforts pour mener à bien le processus politique en cours à travers la mise en œuvre de la feuille de route. La rencontre demande notamment l'accélération du retour de l'administration dans le nord du pays ainsi que le rapatriement libre et volontaire des populations déplacées et réfugiées. Cette réunion se tient à un moment où on peut dire on voit le bout du tunnel. Et cette réunion permet aussi de mobiliser encore davantage l'ensemble de la communauté internationale en faveur du Mali pour aider le gouvernement de transition à sortir le pays de la crise. La prochaine réunion du groupe de suivi et de soutien sur la situation au Mali est prévue pour le mois de juin prochain. Toutes les énergies de la communauté internationale se mobiliseront encore à Bamako pour faire le point des préparatifs de la présidentielle de juillet, mais aussi et surtout de l'ensemble de la situation politique et sécuritaire au Mali.
Ibrahima Traoré, avant cette réunion du mois de juin, déjà le mois de mai, se tiendra à Bruxelles, plus précisément le 15 mai, une grande réunion sur la situation au Mali du point de vue économique. Dans le même chapitre, la relance des activités économiques du secteur privé, le sujet était au centre d'une conférence organisée par le Conseil national du patronat du Mali à son siège. Il s'agissait pour les opérateurs économiques de faire le point de l'impact de la crise sur le secteur privé et de préparer justement la réunion du mois de mai, le 15 mai à Bruxelles. Compte rendu signé Agali Agissa. La relance de l'économie est l'une des solutions de sortie de la crise que connaît le Mali. Et c'est à cet exercice que s'attellent le gouvernement et les acteurs du secteur privé en initiant cette rencontre. Une rencontre qui devra permettre de mieux outiller les opérateurs économiques à la conférence des amis du Mali. Le secteur privé, en particulier le patronat du Mali, a un rôle crucial à jouer dans la relance du développement et la restauration des conditions socio-économiques favorables à la stabilité sur le long terme. L'Union européenne est prête à vous écouter, à réfléchir avec vous et étudier les moyens d'appuyer cette dynamique. La consolidation de cette dynamique passe par la création d'un environnement favorable à l'investissement. Il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, la stabilité politique, un cadre macroéconomique prévisible, la résorption des retards de paiement de la dette intérieure due aux entreprises, le retour des banques dans les régions du nord du Mali, l'indemnisation des opérateurs économiques victimes de la crise. Des besoins déjà pris en compte dans le schéma de la relance des activités du secteur privé. Un plan dont le coût est chiffré à 61 milliards de francs CFA. Ce coût repose essentiellement sur un certain nombre de mesures, au nombre desquelles on peut citer entre autres le renforcement des activités en difficulté, le redémarrage des activités en cessation d'activité, la restauration de la situation financière en difficulté. Le désir du gouvernement du Mali est de voir cette économie relancée, en réalité par le respect des engagements pris par toutes les parties prenantes. Les conclusions des travaux de la journée seront déterminantes dans les préparatifs de la conférence des amis du Mali. Cette réunion qui regroupera plus de 100 pays et organisations en faveur du développement du Mali aura lieu le 15 mai prochain à Bruxelles en Belgique. L'actualité politique dans notre pays est encore un nouveau parti politique, le Mouvement pour un destin commun, MODEC. C'est le nom du parti politique qui vient d'être créé. Un parti qui a à sa tête Koniba Sidibé. Il a été désigné ce matin à l'issue de l'Assemblée générale constitutive du parti. Koniba Sidibé sera le candidat du nouveau parti dans la course à l'élection présidentielle à venir. Adama Kodjo. Le paysage politique malien s'enrichit. La désignation de Koniba Sidibé à la tête du mouvement pour un destin commun MODEC par l'Assemblée générale constitutive consacre ainsi la création de cette formation politique. Le MODEC se veut un parti de justice, d'équité et d'égalité. Il est aussi le rêve d'un Mali nouveau. Pour bâtir le Mali de notre rêve, la rupture radicale avec les pratiques de gouvernance qui ont conduit notre pays à ce chaos est la seule voie. Ce Mali de notre rêve est le Mali de l'unité nationale retrouvée dans la paix et la concorde. Un Mali dont toutes les filles et tous les fils se sentiront à nouveau frères et sœurs. La création du MODEC intervient dans un pays en crise. C'est pourquoi le parti demande l'implication totale des uns et des autres pour un Mali fort et prospère. Ce parti sera présent à toutes les élections présidentielles, élections législatives qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Les témoignages des partis invités ont porté sur la personne du président du MODEC. Il est temps que les fils de valeur de ce pays se retrouvent. Vous êtes de cela. C'est le genre de plumage que l'on voit de moins en moins dans le ciel malien. Plus au ciel qu'il y a nu, beaucoup comme vous. Pour fonder un parti politique, il faut avoir occuper un certain nombre de responsabilités. Il faut avoir su ce que le peuple malien. Il faut avoir eu à gérer les biens publics pour se concevoir une idée de ce qu'il faut faire pour le peuple
et pour guider les Maliens. Koniba Sidibé fait partie de ce genre de cadre. Dans les jours à venir, la mise en place des structures du MODEC dans les différentes localités du pays est la prochaine étape des activités des 35 membres du bureau politique du parti. Plus de 34 millions de francs CFA vont être reversés à l'État par la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Le montant représente la subvention dont le parti devrait bénéficier au titre du financement des partis politiques par le gouvernement pour l'exercice 2011. Les responsables du parti ont animé un point de presse pour éclairer justement l'opinion sur les motivations de cette action. Ce point de presse a été suivi par Youssouf Diakité. Les responsables du parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, ont voulu ce point de presse pour expliquer aux journalistes les motivations de leur décision de renoncer au fonds alloué aux partis politiques. Un fonds qui s'élève à plus de 33 millions de francs CFA pour la CODEM. Nous l'avons fait par conviction et conformément à notre éthique, à savoir la culture de l'esprit de sacrifice et du don de soi. Une manière de prouver que nous avons le devoir de servir l'État et non nous servir de l'État. Les partis CODEM restent convaincus que la crise sociopolitique et sécuritaire n'épargne personne. Ce montant pourrait donc servir autrement l'État. Si le décaissement de cette somme de 1,5 milliard devrait être inévitable pour l'État, la CODEM suggère que ce montant serve à prendre en charge les perdièmes des délégués de tous les candidats à l'élection présidentielle dans l'ensemble des bureaux de vote. Cela participera à garantir davantage une élection transparente en donnant ainsi la possibilité à tous les candidats d'être représentés dans tous les bureaux de vote. Cela dans un souci de justice et d'équité envers les candidats les moins nantis. Et aux intervenants de préciser que leur action n'a nullement le sens de remettre en cause la loi sur le financement des partis politiques en République du Mali. La CDS Mogotiguia, elle n'entend pas faire de la fulguration dans les élections à venir. Le parti veut montrer sa véritable dimension. C'est la principale motivation de la réunion statutaire qui a regroupé les membres du bureau politique national élargi aux maires et responsables de section. Mamoru Sidibé, compte rendu. En période exceptionnelle, réunion à caractère exceptionnel. C'est dans ce contexte que la CDS Mogotiguia a tenu sa rencontre statutaire autour des questions de l'heure. La crise que connaît notre pays, le calendrier électoral et les attentes des populations sont les principales raisons de cette réunion. Face à la contrefaçon démocratique qui avait cours dans notre pays et qui se traduisait par la construction de majorités préfabriquées, de transhumance politique, de versatilité et de sabordage des partis politiques. Bref, toutes choses qui, sur l'échelle des 20 dernières années, ont évidemment généré le détachement, voire le mépris des populations de la chose politique. La reconquête de la confiance de nos concitoyens sera dure, très dure. La CDS Mogotiguia veut se donner une autre dimension en corrigeant les erreurs du passé. La cause est noble pour le parti qui est rassuré que les échéances à venir sont celles de la refondation de la démocratie multipartisane au Mali. La CDS Mogotiguia sait son degré d'implantation, la sympathie que la population a pour ce parti qui s'est toujours battu, qui a toujours un groupe parlementaire, mais qui a été souvent victime de comportements qui tuent la démocratie en Afrique. Et c'est vraiment le moment de les dénoncer. Et je doute que certains tiennent le débat sur cette question-là. Et il faut ce genre de débat maintenant. Le président du parti s'est dit prêt pour les élections à venir, afin de montrer la véritable dimension de la CDS Mogotiguia. Pour ce faire, il souhaite que les élections soient saines, acceptables et propres. Visite de terrain pour le ministre de l'Agriculture hier dans les installations de l'Office du Niger à Kolongo et à Massina. Le ministre Baba Berté et sa délégation ont visité des champs de contre-saison et quelques grands travaux en cours. Et pour toute cette première visite, le ministre a également échangé avec les producteurs de ces deux zones. Dougoufana Traoré était de la visite aussi. En se rendant dans les casiers rizicoles de l'Office du Niger, le ministre de l'Agriculture voulait non seulement
avoir un contact direct avec les exploitants agricoles et l'encadrement, mais aussi et surtout apporter un message d'encouragement aux exploitants agricoles, à savoir que la terre ne ment pas. Baba Berté est convaincu que le développement du Mali passera forcément par le développement de l'agriculture. On constate que c'est par l'agriculture que notre pays peut se développer. Donc il faut que nous fassions de l'agriculture le moteur de notre développement. Ainsi, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au barrage de Markala, créé en 1932 et nationalisé en 1961. Le barrage de Markala est la pièce maîtresse du système d'irrigation de l'Office du Niger. La grande mobilisation des habitants du village de Siranikoro pour l'attribution des 374 hectares, le périmètre de contre-saison des riz dans la zone de Kemassina, le canal Malibia et le projet M3 de l'exploitant Modibo Keïta ont été d'autres temps forts de cette première journée. J'ai vu de l'autre côté des paysans et des exploitants qui doutent. Tout à l'heure, nous arrivons dans une exploitation où vous avez un exploitant agricole qui a des certitudes. Il sait là où il va. Et je voudrais que notre agriculture aille et ait les mêmes certitudes que notre frère. Une rencontre avec les délégués et exploitants agricoles de la zone de Kolongo a mis fin à cette journée. Recueillir les attentes, les besoins et les préoccupations des populations de la 4e région, faire le point d'exécution des recommandations de la dernière synthèse, tels sont les objectifs de la délégation du Conseil économique social qui a sillonné les différents cercles de la région de Ségou. Fousseni Samake. Au cours de cette rencontre de la capitale des Balanzans, les membres de la délégation et les responsables de Ségou ont passé au pain fin les points d'exécution des attentes et préoccupations des populations civiles 2012, ainsi que les préoccupations dans les différents secteurs d'activité comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, la sécurité, entre autres. Le Conseil économique, social et culturel est chargé de rédiger annuellement le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile malienne. Donc, c'est ce qui nous vaut cette mission. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la synthèse régionale qui nous permet aussi de voir la problématique dans sa globalité au niveau de la région et quels sont les programmes saillants que nous avons pu rencontrer au niveau de l'ensemble des cercles. Pour les populations civiles ségoviennes, malgré la situation qui traverse notre pays, certaines préoccupations ont eu des débuts de solutions. En 2012, on avait soulevé des préoccupations de la population. Et nous avons vu cette année qu'il y a des débuts de solutions. Je pense que c'est une très bonne chose. Si minime soit-elle, ça veut dire que la préoccupation de la population du Mali est prise en compte. Notons que la synthèse régionale de Ségou s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une synthèse nationale des attentes, besoins et préoccupations des populations au mois de juin 2013. Une autre délégation du Conseil économique, social et culturel vient de boucler une mission en 3e région. Les objectifs restent les mêmes, échanger avec les forces vives de la région sur les besoins et attentes des populations en vue de l'élaboration de recueils à soumettre aux décideurs. Daouda Diakité. Cette rencontre de Sikasso se veut un cadre de synthèse de la mission qui a conduit la délégation dans les 7 cercles de la 3e région pendant une dizaine de jours. Comme il fallait s'y attendre, Sikasso, de par son statut de région de production agricole par excellence, s'est apaisanti sur des préoccupations relatives à la problématique des pesticides obsolètes, la faiblesse des moyens de production et la structuration des organisations paysannes, entre autres. Au niveau de l'agriculture, ils ont besoin de barrages, de retenues d'eau et de périmètres irrigués. Tel est un grand problème dans la région qui se trouve être par excellence une zone d'agriculture. Aussi, sur le plan santé, la population de Sikasso demande beaucoup, encore plus de centres de référence et de SESCOM. Et surtout les SESCOM qui existent, de les équiper. Parce qu'il y a un problème d'équipement criard qui se trouve au niveau de ces centres de santé. Les documents issus de la rencontre servira de guide pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement de la 3e région. Nous osons espérer, avec la libération du pays, avec les élections qui se pointent à l'horizon, les institutions qu'on va mettre en place
vont prendre le recueil qu'on a eu à faire et ça va leur servir de baromètre. Et nous espérons vivement que quand nos équipes vont venir l'an prochain, que beaucoup des préoccupations ici recueillies vont être prises en compte. De Sikasso, ralliant la région de Mopti, 450 millions de francs CFA. C'est le budget prévisionnel des recettes et dépenses du programme de réduction de la pauvreté dans la région de Mopti pour l'année 2013. Yaya Bokoum depuis Mopti. La présente session, deuxième du genre, qui se tient au moment où le programme de la réduction de la pauvreté dans la région de Mopti a subi les conséquences de la double crise institutionnelle et sécuritaire que le pays traverse depuis mars 2012, se veut un espace de réflexion sur la dévolution future du programme. Cette deuxième session du comité d'orientation du programme de la réduction de la pauvreté dans la région de Mopti, PRPRM, a été placée sous le signe de la consolidation des acquis, c'est-à-dire des réalisations effectuées par la première phase du programme. Compte tenu de la situation de crise financière que traverse le pays, le programme triennal de consolidation des acquis pour répondre aux besoins prioritaires des populations des localités d'intervention à haut souhait. Ainsi, les membres du comité d'orientation du programme ont planché, entre autres, sur le point d'exécution des résolutions et recommandations de la première session, l'adoption du rapport technique et financier 2012, la présentation du projet de programme d'activité et du budget prévisionnel 2013 qui s'élève en recettes et dépenses sur un montant de 450 millions de francs CFA. Les travaux de cette deuxième session du comité d'orientation du PRPRM ont démarré avec la visite guidée de l'unité de production des sacs en polypropylène dont le coût total de l'investissement est d'environ 469 millions de francs CFA. Dans quelques semaines, les activités économiques des femmes de Gao seront rehaussées. Cette amélioration sera possible grâce à un don en espèces de 30 millions de francs CFA octroyés par ONU Femmes à travers l'ONG Groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. 90 femmes des communes de Gao, Soni, Alibert et Taboy ont reçu chacune 50 000 francs CFA. À terme, 30 millions de francs CFA seront répartis entre les femmes des 15 communes de la région de Gao. À travers ce programme, l'ONG GREP et son partenaire financier l'ONU Femmes recherchent la participation active des femmes affectées par la pratique d'activités génératrices de revenus comme le commerce, le maraîchage et l'élevage. Les 50 000 francs que j'ai reçus, c'est pour faire le commerce. Bien vrai, je fais le commerce, mais ça a trouvé que vraiment on n'a rien dans la main. Donc vraiment, c'est un beau jour pour nous. Le résultat attendu doit permettre l'amélioration de leur statut social et la participation à la paix et à la réconciliation. Les activités génératrices de revenus de 600 femmes affectées sont relancées pour améliorer leurs revenus et statut social. Les femmes affectées sont intégrées dans leur milieu d'origine et sont mobilisées autour de la consolidation de la paix et de la non-violence dans la région de Gao. Chaque groupe doit tenir compte des exigences de l'ONG GREP. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour être au premier rang parce que les autres ont bénéficié. Il ne faut pas que Gao reste derrière. Il faut qu'on montre le bon exemple. C'est donc, je souhaite de tout mon cœur que vous en ferez bon soin afin de pouvoir nettoyer toutes ces misères que vous avez vécues, que vos enfants ont vécues, que vos maris ont vécues. Comme ça, il y aura d'autres ONG, d'autres bailleurs de fonds. L'ONG Groupe de recherche pour l'amélioration des initiatives des populations a été créée en 1994 avec comme objectif d'améliorer les initiatives des populations dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, la santé, la paix et l'humanitaire. Elle opère dans 15 des 24 communes de la région de Gao. Revenons à Bamako, l'association Djeleya à Missira a fait don de tables-bancs à l'école fondamentale de Missira 1. C'est dans le cadre des activités d'appui et de développement que mènent les membres de ce groupe depuis leur création il y a 2 ans. Adama Koulibaly. Nous avons demandé à de bonnes volontés, à des associations de nous secourir afin que nos élèves soient dans de bonnes conditions d'étudier. C'est ce qu'a annoncé le coordinateur en charge de la gestion des affaires de l'école de Missira 1 en recevant 50 tables-bancs. La valeur est estimée à 1 million de francs CFA. J'ai un effectif pléthorique.
Donc ça va servir quand même de support pour les élèves ici présents en classe. Nous sommes nombreux, les élèves sont assis 3 personnes par table banc. Alors maintenant que l'association d'IGAM est venue en aide, les élèves peuvent s'asseoir conformément. L'association, selon son président Barou Diallo, est créée depuis 2011. Elle a comme mission d'appuyer certaines actions de développement dans le quartier Misra. Ce geste à l'endroit de l'école de Misra a été salué par la directrice du centre d'animation pédagogique du quartier, Mme Keita Assambassa Traoré. Depuis hier, on en parle, la famille des 7 Français enlevés au Cameroun est rentrée en France ce samedi 20 avril après 2 mois de captivité au Nigeria. François Hollande, à l'accueil de la famille, a remercié le président Paul Biya pour son aide. Ils sont arrivés tôt samedi matin sur le tarmac d'un aéroport parisien. La famille Moulin-Fournier, retenue en otage depuis 2 mois au Nigeria, a été accueilli par le président François Hollande à son arrivée en France. Peu d'informations ont filtré sur les conditions de leur libération dans la nuit de jeudi à vendredi, mais on sait que les ravisseurs, qui se réclamaient du groupe islamiste Boko Haram, demandaient la libération de prisonniers au Cameroun. Vendredi soir à Yaoundé, le président Paul Biya n'a donné aucun détail sur cette question. Le peuple camerounais et moi-même ressentons à la fois un immense soulagement et une grande joie de vous voir libre. Tanguy Moulin-Fournier, lui, s'est exprimé rapidement sur leurs conditions de détention vendredi avant de prendre l'avion pour Paris. C'était très dur, c'est la fin de la saison sèche en ce moment, donc il fait des chaleurs terribles. L'eau est un problème, donc voilà, ça a été difficile de tenir, mais on vient s'en sortir. Les enfants, ils ont un petit quelque chose en eux qui fait qu'ils arrivent à tenir, la vie est plus forte chez eux. Une fois les otages libérés, le Cameroun doit relever un nouveau défi, sécuriser sa frontière avec le Nigeria. Mais cette frontière est longue, elle est longue de plus de 1000 km et donc il faudrait prendre des précautions pratiquement kilomètre après kilomètre pour sécuriser cette frontière. Mais il y en a d'autres, il y a la Centrafrique aussi, il y a le Tchad, ça peut aller pour l'instant, mais il y a d'autres régions où il y a eu des guerres, il y a par exemple le Congo. Les Moulins-Fournier, eux, parlent déjà de revenir à Yaoundé, là où ils vivaient il y a encore 2 mois. Je vous le disais dans les titres, plus de 100 morts et près de 2000 blessés. Tel est le bilan encore provisoire quelques heures après le tremblement de terre de magnitude 6,6 qui a frappé ce samedi 20 avril la province de Sichuan. Ça, c'est au sud-ouest du pays, la Chine. Près de 6000 soldats ont été envoyés au secours des victimes. Il est 8 h du matin quand la terre se met à trembler. Un séisme de magnitude de 6,6 frappe une nouvelle fois la région du Sichuan au sud-ouest de la Chine, déjà durement éprouvée en 2008. La secousse a duré une trentaine de secondes. Terrorisés, de nombreux habitants se précipitent dans les rues. Ça a tremblé plusieurs fois. On s'est rué dehors en pyjama. J'ai eu plus peur que lors du tremblement de terre de 2008. Au moins 150 morts et plus de 3000 blessés selon un bilan encore provisoire. La ville de Ya'an, épicentre du tremblement de terre, a été particulièrement touchée. Comme toujours en pareil cas, les premières 24 heures sont cruciales pour sauver des vies. Dans cette maison, les secours ont dû interrompre plusieurs fois leur intervention à cause des répliques, mais leur acharnement a payé. Outre cette femme enceinte sortie des décombres, ils ont également sauvé une petite fille de 7 ans. Les blessés affluent de toutes parts. Ils reçoivent les premiers soins en plein air devant l'hôpital de Ya'an où des tentes ont été dressées. Elle a regardé en l'air quand son père l'a sortie de la maison et son visage a été touché par des débris. Plus de 2000 militaires ont été dépêchés en urgence dans le Sichuan pour venir en aide aux secouristes déjà sur place et dont le travail est parfois entravé par des glissements de terrain. Sur ces vues aériennes, de nombreux édifices situés en zone rurale, souvent construits avec des matériaux médiocres, semblent avoir été rasés. Au pied du plateau tibétain, la province du Sichuan est une région de forte activité tectonique. Avec ses 80 millions d'habitants, c'est aussi l'une des plus peuplées de Chine. En 2008, le tremblement de terre avait fait 87 000 morts et disparus.
Suite à ce tremblement de terre, nous vous livrons le message du président de la République par intérim, un message qu'il vient d'adresser au président Xi Jinping suite au tremblement de terre dans la province donc de Sichuan. Message ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec douleur et tristesse que nous avons appris aujourd'hui même la nouvelle du grave tremblement de terre qui a secoué la province chinoise du Sichuan, dont le bilan humain est estimé à plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. Au nom du peuple malien, du gouvernement, des institutions de la République et à mon nom propre, je présente mes condoléances les plus émues à vous-même, au peuple et au gouvernement chinois ainsi qu'aux familles des disparus. En outre, je formule des vœux de prompt rétablissement pour les milliers de blessés qui font l'objet de toutes les attentions de la part des secouristes. En ces moments d'épreuve pour le vaillant peuple de Chine, je vous assure de notre amitié indéfectible, de notre solidarité ainsi que de notre compassion. Le peuple reconnaissant du Mali se souviendra toujours des différentes manifestations de solidarité et d'amitié dans les moments difficiles dont il a fait l'objet de la part de la Chine. Comme à son habitude, le grand peuple de Chine saura surmonter cette grande épreuve et poursuivre sa marche irréversible vers l'accomplissement de son dessein national et international. Message du président de la République par intérim au président de Chine. Sport dans ce journal, sport football, Ligue des champions, 8e de finale aller. Le stade malien de Bamako, notre seul représentant dans cette compétition, jouera demain dimanche à Garoua. Garoua, c'est au Cameroun contre l'équipe du Coton Sport. Cette 8e de finale aller est un tournant dans l'optique de la phase de poule. Avant de rallier Garoua, notre reporter Siragatou Sissé a rendu visite à l'équipe à Sotuba. Voici l'avant-dernier portail de la Ligue des champions à franchir pour le Stade malien de Bamako. Cette compétition aboutissant à la phase de poule, le Stade malien l'a joué tout juste en 2012, éliminé par Al-Ahly d'Égypte, futur vainqueur de l'épreuve. Une année après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le Stade malien de Bamako a à cœur de saisir à nouveau cette opportunité pour rebondir. Après avoir barré la route au Sénégalais de Casa Sport en 16e de finale, le Stade malien de Bamako veut avaler l'obstacle de Coton Sport de Garoua du Cameroun pour intégrer la phase de poule. Une grande première pour un club malien. De voir mes joueurs contents d'être sur le terrain et puis envie de montrer toutes les qualités qu'ils peuvent avoir. On peut toujours rêver, oui, mais comme nous on se prépare sérieusement, comme nous, voilà, les autres se préparent aussi. Coton Sport a battu une belle équipe au premier tour et je pense qu'ils doivent aussi penser dans leur tête et les supporters de là-bas qu'ils sont capables de passer ce deuxième tour. Voilà, c'est la meilleure équipe, l'équipe qui sera la plus intelligente, peut-être la plus forte sur 2 matchs, qui aura la chance de finir en poule. Dimanche à Garoua, dans le nord du Cameroun, c'est tout le peuple malien qui soutiendra le Stade malien de Bamako, son unique représentant en Coupe africaine encore en course. Coton Sport de Garoua, 5e du championnat camerounais, avec 11 points à 3 points du leader, a dans les jambes 10 matchs, 8 en championnat et 2 en Ligue des champions. Le club camerounais a une jeune et riche histoire. Fondé en 1986, il a déjà son musée orné de trophées. 11 titres de champion, 5 coupes nationales et 2 médailles d'argent lors des finales perdues, respectivement en Coupe de la Confédération 2003 et en Ligue des champions 2008. Coton Sport est une équipe qui force le respect. Il compte en son sein des joueurs expérimentés, Pierre Womelend, Nicolas Alnouidji et le Togolais Yéné Dakona, pour ne citer que ceci. Cette formation est donc une grosse pointure. Coup d'envoi donc du match Coton Sport de Garoua contre le Stade malien de Bamako, demain dimanche à 14h30. Sport basketball, le bureau de la zone 2 FIBA Afrique a tenu aujourd'hui ici à Bamako sa réunion statutaire. Au menu, le remembrement du bureau et surtout l'élection d'un nouveau président, Kodi Sibi. La particularité de cette réunion de la zone est qu'elle a lieu après la disparition de son président, le Sénégalais Aliou Badara Ndiagne, décédé le 22 novembre 2012 lors d'une réunion de FIBA Afrique au Caire. Le bureau a connu un autre disparu,
en la personne de Abdallah Mohamed Aïdara, ancien président de la Fédération malienne de basketball et président de la commission des compétitions et du bureau de la zone. Ces disparitions ont perturbé le bon fonctionnement de l'instance sous-régionale. Il faut alors renforcer les ressources humaines pour relancer les activités au niveau de la zone. Pour le reste du mandat, il est nécessaire pour notre bureau de se doter d'une feuille de route réalisable qui peut s'inspirer du document score-cadre de FIBA Afrique, dans lequel document les grands axes de développement et de promotion du basketball sont bien dégagés. La zone 2 FIBA Afrique ne saurait rester à la traîne quand on sait qu'elle regroupe des grands pays de basketball. La zone 2, je peux dire en toute sincérité et sans équivoque, c'est la zone du basket. Avec de grands pays comme le Mali, comme le Sénégal, comme la Guinée auparavant. Et il est, à mon avis, peut-être lors des différentes réunions que nous tenons, soit au comité exécutif, soit au bureau central, nous constatons justement que cette zone n'a pas abouti aux résultats escomptés. Du fait, peut-être, de certains points de gouvernance ou de certaines conditions financières, conditions psychologiques, mais de toute manière, je pense qu'avec cette réunion, nous devons faire de telle sorte que la zone 2 devienne la première zone d'Afrique. Au terme des travaux, Rokhaya Pouy, dite Aya du Sénégal, est élue présidente de la zone. Djibril Cissé du Mali est premier vice-président chargé des compétitions des jeunes. Le bureau remanié aura à cœur le défi de la relance du basketball au niveau de la zone. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ce mot de sport que se referme cette édition.